Je vous laisse la parole. Bonjour et merci pour l'invitation. Mesdames et messieurs, la ville de Zurich connaît un développement qui la met fortement sous pression. Je ne le vois pas ici. La demande de logement est très élevée, en particulier en matière de logement abordable. J'aimerais vous donner un aperçu très succinct de l'importance que l'ont les ensembles d'habitations de type cité en ville de Zurich. Alors, type cité, ça veut dire Siedlungen en allemand, et de la manière dont ces ensembles sont abordés du point de vue urbanistique et architectural. D'abord, quelques remarques introductives. Zurich présente aujourd'hui encore une densité bâtie inférieure à celle de Genève, Bâle ou Berne. La ville dense est relativement petite. Il s'agit du centre-ville et des quartiers en îlots que vous voyez au milieu de la photo. Les quartiers verts s'étendent en revanche sur de vastes surfaces. C'est là que se trouvent la plupart des ensembles d'habitations dont je vais vous parler. Le plan directeur cantonal adopté en mars dernier veut que les 80% du développement se fassent dans les paysages urbains, ici en rouge, et les paysages résidentiels urbains en orange. Cela nécessite de réaffecter et de densifier l'existant, en priorité le long des lignes de S-Bahn. Pour la ville de Zurich, cela implique de créer jusqu'en 2040 des logements pour au moins 80 000 habitants supplémentaires. Le plan directeur cantonal exige des régions et des communes qu'elles encouragent le développement du milieu bâti vers l'intérieur. La ville de Zurich ne comporte pratiquement plus de terrain non bâti et les friches industrielles auront bientôt toutes été réaffectées. La ville doit donc emprunter d'autres voies pour générer des nouvelles surfaces utiles. Un premier moyen consiste à activer les réserves disponibles qui permettraient d'accueillir, selon le plan général d'affectation actuel, environ 200 000 habitants supplémentaires. Mais ce sont des réserves vraiment théoriques. Un autre moyen consiste à créer des potentiels de densification supplémentaires. La ville de Zurich poursuit d'ores et déjà ces deux pistes. À l'exception du centre-ville historique, des anciens noyaux villageois et des quartiers en îlots, nous visons une densification différenciée. Pour des raisons topographiques et historiques, le territoire se compose de quartiers compacts en gris et de quartiers verts. Cette structure devra être respectée. Vous voyez ici une carte tirée du nouveau plan directeur de la ville de Zurich. Ici, un aperçu du développement en cours et attendu, ainsi que des endroits où nous souhaitons impulser le développement supplémentaire. En exploitant environ un tiers des réserves disponibles selon le plan général d'affectation actuel, et ce qui paraît tout à fait réaliste, il serait déjà possible de créer jusqu'en 2030 des logements pour environ 60 000 habitants supplémentaires. Les projets de logement déjà connus offriront environ 14 000 logements supplémentaires. Cela représente de quoi accueillir environ 28 000 personnes supplémentaires. Dans les secteurs où il est prévu de créer des possibilités de densification supplémentaires, c'est-à-dire dépassant ce que prévoit le PGA actuel, nous estimons la capacité d'accueil minimale à environ 25 000 habitants supplémentaires. Alors ces secteurs, vous les voyez en brun ici. Depuis un siècle,
la ville de Zurich encourage le logement d'utilité publique. Ce secteur comprend les logements appartenant à la ville et ceux des coopératives d'habitation et représente 25% du parc de logement total. Il fonctionne selon le principe des loyers à prix coûtant, c'est-à-dire que seuls les coûts effectifs sont répercutés sur les loyers, sans qu'aucun bénéfice ne soit visé. Vous voyez ici en rouge les ensembles de logements des coopératives et en bleu ceux de la ville de Zurich. Ces ensembles de logements et leur développement ont une importance capitale pour le maintien et la réalisation de logements abordables. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples qui illustreront la manière dont nous abordons ces ensembles. Les opérations de démolition-reconstruction que je vais vous montrer ont été réalisées dans les 5 à 10 dernières années. Tous ces ensembles sont des Arealüberbauungen au sens du règlement de la ville de Zurich sur les constructions. Celui-ci stipule que les biens-fonds de plus de 6 000 m² peuvent accueillir des bâtiments comptant jusqu'à 7 niveaux et bénéficient d'un bonus d'utilisation du sol. Cela signifie par exemple que dans une zone d'habitation à 3 niveaux, il est possible de réaliser plus de 160% de surface de plancher constructible normalement. Il faut cependant pour cela que le projet présente une qualité architecturale particulièrement élevée. Il est donc nécessaire d'organiser une procédure de mise en concurrence, alors concours ou mandat d'études parallèles, ou d'obtenir l'aval de la commission de construction de la ville de Zurich. Vous voyez ici les nouveaux immeubles de la Siedlung Lugisland de la coopérative Vitasana. La surface de plancher a pu être plus que doublée. Il a aussi été possible de conserver et rénover les 2 bâtiments assez particuliers du milieu. On les appelle les immeubles t-shirt. Vous voyez la forme. Dans le cas de la Siedlung Brunnenhof, l'étroite barre de 100 mètres de long est une réponse logique à la présence d'une rue très fréquentée d'un côté et d'une parc à l'autre. Ici aussi, la surface de plancher a pu être plus que doublée. Ici, la Siedlung Triemli à Albisrieden. Le maître d'ouvrage est la coopérative Sonnengarten. Les petits immeubles mitoyens des années 50 ont fait place à une toute nouvelle forme urbaine. Dans cette zone d'habitation à 3 niveaux, l'instrument de Arealüberbauung a permis de tripler l'indice d'utilisation du sol par rapport au bâti préexistant. Cet exemple montre comme une opération de démolition-reconstruction peut permettre d'améliorer une situation urbanistique difficile. La barre de 2 niveaux qui longe la Wenthalerstrasse sert de rapport à 4 tours d'habitation. En même temps, elle protège du bruit les 7 immeubles situés à l'arrière. Les maîtres d'ouvrage d'utilité publique ne sont pas les seuls à réaliser des opérations de démolition-reconstruction. C'est aussi le cas des propriétaires privés et institutionnels. Ici, l'exemple de la Siedlung Altwiesen à Schwammendingen, un projet d'un propriétaire institutionnel. Les bars de l'ancienne cité ont été remplacés par un nouvel ensemble dont les immeubles comptent jusqu'à 8 niveaux et les pelouses d'origine ont fait place à des espaces intermédiaires au caractère très urbain. Voici un exemple de planification à long terme. La coopérative Glatttal Zurich
possède aujourd'hui environ 700 logements des années 1940, dont la taille moyenne est de 60 mètres carrés. Elle souhaite utiliser ces réserves pour parvenir à terme à environ 1000 logements d'une taille moyenne de 90 mètres carrés. Sur la base d'une procédure d'étude test, la ville et la coopérative ont développé ensemble un master plan. Le concept de densification du secteur se base sur le plan général d'affectation en vigueur. Il prévoit une réalisation par étapes entre 2017 et 2040, l'accentuation des axes de la Winterthurstrasse et de la Dübendorfer Straße par des immeubles comptant jusqu'à 7 niveaux qui protégeront aussi du bruit, des immeubles plus bas à l'intérieur du périmètre, des bars et des bâtiments en équerre, la mise en valeur réciproque du neuf et de l'ancien, aussi bien durant les travaux qu'à la fin du processus de transformation. L'avantage du système coopératif est que les masterplans de ce genre-là peuvent être discutés et adoptés lors des assemblées des coopérateurs et qu'ils sont donc portés par les habitants. Les nombreuses opérations de démolition-reconstruction qui ont été réalisées au cours des dernières années ont produit des logements contemporains de qualité et souvent novateurs, du point de vue typologie urbanistique. De tels projets entraînent cependant une forte transformation des quartiers. Les sauts d'échelle abrupts que génèrent notamment les Arealüberbauungen ne sont pas toujours bien acceptés par la population. Ces opérations représentent aussi un grand défi sur le plan urbanistique, car elles impliquent une sorte d'urbanisme par parcelle. Comment assurer que tous ces projets produisent à terme de nouveaux quartiers qui soient non seulement plus denses, mais aussi cohérents? Tous les exemples que je vous ai montrés jusqu'ici se trouvent dans les quartiers verts. Pour les urbanistes, la question est de savoir comment densifier tout en préservant les qualités de ces cités-jardins que les habitants apprécient. Voici le plan de l'architecte de la ville, Albert Heinrich Steiner, a établi en 1940 pour ce quartier Schwamendingen. On voit mal. Hein? Nous tentons aujourd'hui d'élaborer une nouvelle conception directrice pour Schwamendingen. L'idée est d'accentuer les axes routiers et de conserver le caractère vert à l'intérieur des périmètres de construction. Ce plan doit nous aider à assurer une meilleure gestion et une meilleure intégration urbanistique des différents projets. Bien sûr, la ville de Zurich ne fait que démolir pour reconstruire. Des ensembles urbains connus et dignes de protection comme ceux du Lochergut des années 60 et de Hardau des années 70 ont fait l'objet d'une simple rénovation. Dans le cas du Lochergut, le socle commercial qui était problématique a été transformé, modernisé et complété par Pool Architecte. Étonnamment, ces deux ensembles ne sont jamais devenus des ghettos. Au Lochergut ont même habité des personnalités comme Max Frisch ou Pipi Lothirist. La Siedlung Unteraffoltern II, située à la périphérie de la ville, a été construite en 1969 par Georges-Pierre Dubois, un disciple de Le Corbusier. Elle a été récemment inscrite à l'inventaire des constructions dignes de protection. On s'est jusqu'ici contenté de rénover les cuisines et les façades et de réunir quelques logements. La colonie Silfeld, réalisée par Allgemeine Baugenossenschaft dans les années 20, est aussi classée monument historique.
Elle a fait l'objet d'une rénovation énergétique, mais aussi d'autres mesures comme des adaptations au niveau de l'éventail de logements proposés, la réalisation des lucarnes pour un certain nombre des grands appartements, ainsi que la création de vérandas côté cour. Vous voyez ici les Schindelhäuser, ce sont les maisons à bardeaux de la Siedlung Nordstraße, construite en 1918 par la ville de Zurich dans une situation de grave pénurie de logements. Ici, on s'est contenté d'une modernisation minimale des salles de bain et des cuisines et de l'installation d'un nouveau chauffage. Cela a permis de maintenir les loyers à niveau très très bas. L'ensemble des tours de Silweid de la coopérative Zurlinden se situe à la périphérie de la ville. Les tours ont été conservées et dotées de nouvelles façades qui fonctionnent comme une centrale solaire. Les logements ont été agrandis d'environ 25% grâce à l'ajout en façade de nouvelles cuisines et de nouveaux balcons. Et voici encore les premières réflexions que nous menons concernant l'ensemble urbain inventorié. Il s'agit de la Siedlung Grünau qui date des années 70 et qui pourra être conservée, rénovée et complétée par de nouvelles tours pour créer des logements supplémentaires. Je pense, je suis très vite. Mais pour terminer, encore une remarque. Toutes les opérations de démolition, reconstruction que je vous ai montrées sont documentées dans notre publication Dichter, ça veut dire plus dense. Et si cette brochure vous intéresse, vous pouvez la commander sur notre site internet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors on va prendre quelques questions pendant une dizaine de minutes. Moi, j'en ai une pour commencer. Les démolitions, puisque finalement on vient juste après l'exposé de Madame Lacaton. On voit un parti pris de démolition d'un certain nombre de Siedlungen. Est-ce qu'il y a là derrière l'idée que ce n'était pas du patrimoine qu'il fallait garder? C'est la première question. La deuxième, qu'a-t-on fait des gens qui y habitaient? Et la troisième, qu'est-ce qui ferait qu'une coopérative, aujourd'hui, prendrait le parti de démolir une partie de son patrimoine pour le reconstruire? Est-ce que c'est finalement le jeu de la rentabilité foncière qui fait que ça devient intéressant pour des raisons économiques de détruire plutôt que finalement de garder comme ça et de ne pas densifier? Alors c'est la seule chance pour densifier la ville, si on démolit ces ensembles. Et bien sûr, il y a quelques ensembles ou parties des ensembles qui sont dignes de protection. On va voir des exemples, je pense, à la prochaine présentation. J'ai oublié le troisième question. La question, c'est une opportunité, mais les coopératives ne sont pas obligées de densifier. Donc, qu'est-ce qui finalement les pousse à densifier? C'est la rentabilité foncière? Non, ce n'est pas la rentabilité. Il faut créer des logements en plus, et c'est là qui force ces coopératives de faire ces projets. Bien sûr, tous ces ensembles sont maintenant en statut où on a la question de la réhabilitation ou démolition. Et parce qu'il y a beaucoup de réserves, c'est plus bon marché de démolir et créer des nouveaux bâtiments. C'est ça la raison. D'accord. Et les habitants, on en fait quoi pendant ce temps-là? Comme j'ai dit avant, l'avantage des coopératives est que les habitants peuvent discuter et adopter ces plans.
Et les coopératives, normalement, annoncent ces démolitions 5 ou 10 ans en avant. Alors, on a la possibilité de déménager ou on a l'offre de recevoir un logement dans les nouveaux bâtiments, par exemple. Et ça marche normalement très bien. Ce qui est le problème, c'est que tous les propriétaires privés et institutionnels ne font pas comme ça. Et là, nous n'avons pas des possibilités de les forcer, de l'annoncer, tous ces changements, oui, quelques ans en avant. Alors ça c'est un vrai problème. Des questions dans la salle? Bruno Marchand? Oui, j'avais juste une question. On a vu l'ensemble du bois qui est très beau, oui, que vous avez protégé. Est-ce que dans un cadre comme ça, vous autorisez quand même des constructions entre les bâtiments, comme dans l'autre cas, ou est-ce que la protection s'élargit aussi au vide, aux espaces verts? Cette protection comprend tout. Alors là, ce n'est pas possible d'ajouter d'autres immeubles. Mais par exemple, là, nous faisons des esquisses maintenant pour ajouter des tours. Mais ce sont vraiment des premières esquisses. Alors, oui, c'est ça. Oui, il y a une question. Madame. C'est pour revenir à la densification des terrains privés. Est-ce que vous avez réfléchi à des mesures incitatives pour demander aux propriétaires privés de construire, de densifier? Puisqu'il y a une bonne partie, quel pourcentage représente le territoire privé à densifier que vous avez montré au début? Je n'ai pas compris. Quelles sont les mesures que vous avez pour les privés pour qu'ils densifient eux? Est-ce qu'il y a des leviers qui sont... Oui. Nous n'avons presque pas des mesures, mais la force de développement à la ville de Zurich est tellement forte, la demande de logement est tellement forte, les privés font aussi des démolitions, reconstructions. Alors ça, ja, on dit comment? Es geht von selbst, hein, ça va de soi, oui. Une autre question? Tout est clair. Alors, sur le cas zurichois. Je peux ajouter quelque chose. Chez nous, nous n'avons vraiment pas de terrain libre et vert pour construire. Alors, nous ne pouvons pas élargir notre ville. Alors, toute la pression est vraiment concentrée sur les terrains déjà bâtis. Et c'est pour ça, maintenant, tous les gens, tous les propriétaires font des démolitions démolitions et reconstructions, c'est ça. Une question, monsieur? Essayez sans micro, peut-être. Alors, ça va être très difficile. Non, on va attendre le micro. Désolé. Merci. Une question par rapport à ces nouveaux ensembles. Est-ce que dans le cadre de ces démolitions-reconstructions, c'est le même type de population qui vient s'installer, ou est-ce que ça s'accompagne peut-être d'une augmentation de standing des logements avec des populations un peu plus aisées qui occupent les nouveaux logements? Oui, le standing est plus haut, c'est clair, parce que ce sont tous des logements des années 40 et 50 et les nouveaux logements sont un peu plus grands. Ce qui est le problème, c'est que les privés, les institutionnels font des logements trop grands, à mon avis, mais les coopératives et la ville tentent de diminuer et de faire des petits logements. C'est clair, ils sont un peu plus grands, mais pas trop grands. Une autre question? Oui. Et puis ensuite. Merci de votre présentation. Je voulais vous demander... On n'entend pas? Ah, ok. Voilà. Je voulais vous demander quel est le motif, la raison qui fait qu'un master plan se crée pour un secteur. Est-ce que c'est
parce qu'il y a un propriétaire, une coopérative qui est le propriétaire de tous ces ensembles, ou est-ce que la ville, quand elle a l'intérêt de densifier un secteur, elle fait un master plan pour donner une cohérence à la densification d'un secteur? Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question au début. Est-ce que pour créer un master plan sur un secteur bâti, Oui. le motif de création de ce master plan, de ce projet, est-ce que c'est qu'il y a un propriétaire intéressé à densifier? Alors, qui prend l'initiative? Exactement. Ouais, ça dépend. De temps en temps, c'est la coopérative et de temps en temps, c'est la ville qui prend l'initiative. Mais si la coopérative ne veut pas, nous ne pouvons rien faire, c'est clair. Et ça se fait dans le cas où il y a plusieurs propriétaires? Pardon? Ça se fait de faire un master plan où il y a plusieurs propriétaires, où il faudrait convaincre quelque part ou... Alors ce plan-ci, c'est un plan pour nous, pour la ville, pour guider et gérer des projets. Alors là, nous n'avons pas participé les propriétaires, mais là, c'est un seul propriétaire et alors là, c'est simple à travailler avec ce propriétaire, c'est clair. Mais maintenant, nous avons des exemples dans ce quartier Schwarmendingen où, par exemple, 15 propriétaires, on s'est réunis pour une Gesellschaft et eux, ils font des esquisses et des conceptions de densification pour toutes leurs parcelles. Alors, c'est un très bon exemple de l'initiative privée. Et c'est clair, c'est nous qui font partie de ce travail. Merci. Encore 2 questions. Une ici, une là. Je me posais une question sur le... Vous expliquez effectivement que la démarche de démolition permet de libérer du terrain et donc de recréer une nouvelle densité. Et c'est vrai que c'est la problématique de toutes les villes, de créer du terrain, de créer de la place. Mais la question, c'est que est-ce que dans 30 ans, par exemple, si une nouvelle densité s'avère nécessaire, est-ce que vous pensez qu'on va redémolir ce qu'on fait maintenant? Peut-être, on ne sait pas. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sur la ville ancienne? Pardon? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sur la ville historique? Parce qu'on veut protéger la ville historique. Et il est le tissu urbain le plus dense à Zurich, comme j'ai montré au début. Oui. Parce que c'est un peu cette question que vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on reconnaît en fait comme patrimoine? Est-ce que, au fond, aujourd'hui, le patrimoine contemporain, on ne reconnaît que des exemples singuliers et on ne le reconnaît pas comme une période de l'histoire? Oui, vous avez raison. Hein. Non, mais ce processus se fait à l'étape, comme j'ai dit, jusqu'à 2040, 50. Alors, on voit toujours du patrimoine, je pense. Mais c'est clair, c'est un problème. Mais si nous sommes forcés de densifier, il faut détruire quelque chose. C'est clair. Moi, j'en suis pas convaincue. Mais on peut densifier sans détruire. Il y avait encore une question? Est-ce que vous avez des expériences sur la densification des zones à faible densité? Avec un micro, ça va être parfait. Parce que derrière, ils n'ont pas entendu. Donc. Est-ce que vous avez des expériences sur la densification des zones à faible densité? Oui, chez nous, chaque terrain ou bâtiment familial va être démoli et remplacé par un immeuble à 3 ou 4 logements. Ça se fait automatiquement. Parce que les indices sont si hauts, on le fait. Mais il n'y a pas des oppositions des voisins du quartier? Non, c'est adopté. Il y a une résistance, si on prend l'exemple de Genève. Non, c'est adopté, alors on peut le faire. Ok. On est dans un cas particulier à Zurich. On n'arrive pas tout à fait à comprendre en Suisse romande comment c'est possible, mais on vous croit sur parole. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je crois qu'on peut applaudir.